Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de l'Aston Martin Lagonda. Mais avant de parler de cette voiture, il faut faire un petit bond en arrière pour comprendre l'origine de son nom. En effet, à l'origine, Lagonda était une marque anglaise qui avait été créée par Wilburgen en 1906 et qui a été rachetée en 1947 par David Brown en même temps que la marque Aston Martin. Alors les deux marques n'avaient rien à voir, mais du coup David Brown rachète les deux et les deux marques auront donc leur propre gamme de voitures. Sauf qu'au début des années 60, David Brown décide qu'Aston Martin produira désormais uniquement des voitures 2 portes, tandis que Lagonda produira uniquement des voitures 4 portes. C'est dans ce contexte que sort la Lagonda Rapide, qui est en fait une DB4 rallongée et complètement redesignée. Malheureusement, l'auto sera un échec à cause d'un prix d'achat beaucoup trop élevé et d'un design jugé un peu trop original. À ce moment-là, David Brown préfère tout miser sur la marque Aston Martin qui connaît beaucoup de succès, notamment grâce au film de James Bond. Mais en 1969, il retente le coup avec l'Aston Martin DBS Lagonda. Mais cette dernière ne restera qu'un prototype. En effet, David Brown n'a pas eu le temps de la développer car sa marque de tracteur allait mal et le problème c'est que c'est elle qui remplissait les caisses de la marque Aston Martin. En 1972, il est contraint de revendre la marque Aston Martin à la Company Development qui reprend la marque et également le projet de la DBS Lagonda. Mais étant donné que la DBS a évolué pour devenir Aston Martin AMV8 et AM Vantage, la nouvelle Aston Martin Lagonda se basera donc sur une AMV8. Le problème, c'est que l'Okuto ne proposait rien de plus que 2 portes supplémentaires, pour un prix d'achat plus élevé qu'une AMV8 et des performances à la baisse, puisque cette version Lagonda était plus lourde qu'une AMV8. La voiture est donc un échec et la crise pétrolière plombe les finances de la marque, qui sera revendue en 1975. Les nouveaux propriétaires reprennent donc la marque Aston Martin et également le projet de la Lagonda et ils décident d'arrêter de créer des versions 4 portes d'Aston Martin déjà existantes. Ça fait des années qu'Aston Martin essaie de faire ça avec la Lagonda et ça ne marche pas. Pour vendre des Lagonda 4 portes, ils considèrent qu'il faut fabriquer une toute nouvelle voiture. Le design sera donc confié à William Town, qui était devenu le designer d'Aston Martin depuis la DBS. William Town travaillera sur ce projet durant un mois avant de révéler le design final du véhicule. Un design extrêmement futuriste qui fera sensation dans le monde de l'automobile. Mais la Lagonda ne devait pas être juste une voiture moderne visuellement, mais également sur le point de vue technique. En effet, Aston Martin vont réunir une petite équipe d'ingénieurs dirigée par Mike Loasby afin de concevoir cette nouvelle Lagonda. Et la grande innovation dans cette voiture, c'est son ordinateur de bord très futuriste, qui dispose d'un écran muni de LED et de commandes tactiles. Sur le bloc central, on a donc des compteurs numériques, l'affichage des volts de la batterie, de la jauge d'essence, de la pression d'huile, de la température de l'huile, de la température du moteur ainsi qu'une jauge qui indique la température ambiante. Sur le bloc à gauche du volant, on retrouve le réglage de la climatisation, les boutons pour allumer les feux, on a des feux anti-brouillard, les pleins phares, les feux de position et les feux de croisement. Ensuite, on a une commande pour dégivrer la vitre arrière, une molette qui sert à régler la vitesse des essuie-glaces et une autre molette qui permet d'augmenter ou diminuer la lumière du tableau de bord. On peut également passer d'un affichage en km par heure à un affichage en miles par heure, ce qui est très pratique lorsqu'on va dans un pays où tout est gradué en miles par exemple. Sur le bloc à droite du volant, on a 2 boutons qui servent à régler l'heure de l'horloge digitale. On a aussi un bouton qui permet de changer de klaxon, car oui, la Lagonda possède 2 sonorités de klaxon. Le premier klaxon fait du bruit de manière proche, tandis que le second klaxon a plus de portée. L'intérêt était d'utiliser le klaxon selon l'endroit où on est. Il y en a un qui est plus adapté pour la ville, l'autre plus adapté à la campagne. L'auto dispose également d'un bouton pour ouvrir le capot et le coffre, ainsi que 2 autres boutons qui servent à ouvrir les trappes à essence, car oui, la Lagonda dispose de 2 trappes à essence, ce qui permet de ne pas se casser la tête à savoir de quel côté se positionner sa voiture lorsqu'on va à la pompe. Peu importe l'endroit où vous mettez la voiture, de toute façon, il y a des trappes sur les 2 côtés. On a aussi 2 boutons qui servent à passer une vitesse ou à rétrograder manuellement, puisque la voiture est équipée d'une boîte de vitesse automatique Chrysler Torque-Fleet à 3 vitesses. Et je sais ce que vous allez dire, pourquoi il n'y a pas de frein à main près de la boîte de vitesse comme dans toute voiture normale. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre ce frein à main. Il se retrouve donc à gauche, tout à gauche en fait du tableau de bord. On a aussi un bouton pour allumer les warnings et un autre qui sert à allumer la climatisation à fond.
Sur les portières, on retrouve des boutons pour bouger les sièges en cuir de la voiture, on peut les avancer, les reculer, les monter ou les descendre, on peut même régler l'inclinaison du dossier. On retrouve aussi des boutons pour ouvrir et fermer électriquement les vitres avant et arrière, ce qui est très avant-gardiste car aucune voiture ne proposait un système pour ouvrir les vitres arrière depuis le poste de conduite. De même pour le système de lumière qui est en fait autodirectionnel, on peut orienter le pointeur de la lumière là où on veut être éclairé précisément, ce qui était très novateur. La Lagonda dispose également d'un système électrique pour régler les rétroviseurs, d'un régulateur de vitesse et d'une vis spéciale sur les 4 roues qui permet en fait d'éviter de se faire voler ses roues, car pour retirer cette vis, il faut un tournevis spécial. En parlant des roues, ces dernières seront équipées de freins à disque ventilés. À l'arrière, on a un toit panoramique qui peut s'ouvrir légèrement et qui peut également se recouvrir car on a des pare-soleil qui peuvent être placés sur ce toit panoramique. On a aussi toujours à l'arrière des commandes permettant de régler la climatisation et les vitres électriques depuis du coup l'arrière de la voiture. Bref, tout ça pour dire que sur le point de vue technique, la Lagonda avait 50 ans d'avance. Pour la carrosserie, en revanche, on revient sur quelque chose d'assez classique, des panneaux d'aluminium qui seront fixés sur une coque autoporteuse en acier. En ce qui concerne la motorisation, Aston Martin utiliseront le même moteur que l'Aston Martin MV8, un V8 5,3 litres, 5340 cm3 de 280 chevaux. Pour une vitesse de pointe de 238 km/h, le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 9. Pas mal pour une voiture qui pèse plus de 2 tonnes, 2064 kg plus exactement. Alors en termes de dimension, la Lagonda est assez grande, elle mesure 5,28 m de long, 1,18 m de large, 1,30 m de haut pour un empattement de 2,90 m. La fabrication de la Lagonda était entièrement artisanale, chaque pièce était assemblée à la main, même les sièges de la voiture. Un seul ouvrier s'occupait de la construction d'un moteur et lorsqu'il avait terminé, l'ouvrier a posé une plaque avec son prénom et son nom pour montrer que c'était lui qui avait fabriqué ce moteur. Au total, il fallait 2200 heures de travail pour assembler une seule voiture. Après une présentation officielle en octobre 1976 où la voiture fera sensation, Aston Martin concevront tout d'abord des prototypes avec moteur, car en effet le tout premier prototype présenté en 1976 n'était qu'une maquette, sans moteur. La première Lagonda de série sera offerte à Williamstown afin de le payer pour son travail. Mais la toute première Lagonda livrée par un client sera livrée le 24 avril 1978 précisément. Sauf que le premier exemplaire est livré avec un tableau de bord en panne. Alors, après avoir fait une petite réparation, Aston Martin feront suivre la première voiture par 2 mécaniciens qui étaient dans une Austin Mini remplie d'outils et de matériel pour pas que les gens voient la première Lagonda tomber en panne à nouveau. Mais la vérité, c'est que toutes les Lagonda tombaient en panne. Ce n'était pas la faute du moteur qui était fiable et robuste, mais c'était à cause du tableau de bord qui tombait en panne régulièrement. Car Aston Martin a voulu faire des économies et a demandé à des étudiants de l'université de Cranfield de concevoir le tableau de bord de la voiture. Oui, vous avez bien entendu, des étudiants. C'est assez logique qu'il y ait des problèmes. Alors le problème aussi c'est que certes le tableau de bord marche plus, vous allez dire qu'on peut quand même utiliser la voiture. Pas vraiment parce que le tableau de bord il indique tout. C'est le tableau de bord qui indique à quelle vitesse vous êtes sur la boîte de vitesse. C'est lui qui l'indique lorsque les phares sont allumés ou si le capot avant est ouvert. Et de toute façon, même lorsque tout fonctionne bien dans la voiture, ça arrive souvent de se tromper de bouton, car le tableau de bord n'est pas très ergonomique. Il n'y a aucun logo sur les boutons qui sont sur le tableau de bord. Cela arrive d'ailleurs fréquemment que les propriétaires actionnent un bouton par erreur en voulant allumer les phares, par exemple. Alors l'autre problème de la Lagonda, c'est également son prix d'achat, qui était extrêmement élevé. En fait, l'Aston Martin Lagonda était la voiture la plus chère au monde. Au début des années 80, la situation se complique et Aston Martin est revendu à Victor Gauntlet. Peu de temps après, Aston Martin confieront la conception du tableau de bord à une équipe spécialisée qui l'améliorera et le fiabilisera pour l'équiper sur les Lagonda à partir de février 1982. Malheureusement, malgré tout le travail de cette équipe, ils n'arriveront pas à fiabiliser le tableau de bord. Alors Aston Martin feront également en sorte de faire fonctionner les vitres arrière de la voiture qui étaient fixes auparavant, car les ingénieurs n'avaient pas réussi à fabriquer un système électrique pour les vitres arrière. Mais à partir de 1982, c'est fait.
Et d'ailleurs, en même temps que ça, il y a également les pare-chocs qui sont plus gros. Ils ont décidé de mettre directement les pare-chocs afin de respecter les normes américaines et les pare-chocs du coup spécial destinés aux Lagonda américaines, ce qui permettait en fait de ne pas avoir à changer de pare-choc selon où est-ce que va la Lagonda. Alors ces versions américaines avaient également un catalyseur, ce qui n'est pas le cas des autres Lagonda. Parallèlement à ça, Aston Martin concevront un modèle unique, l'Aston Martin Lagonda Vantage, qui dispose du moteur de l'MV8 Vantage. Cette auto aura été conçue pour un client qui souhaitait avoir une Lagonda plus puissante. Alors Aston Martin ne proposeront pas de version Vantage directement dans leur catalogue, car cela coûterait beaucoup trop cher à l'achat. N'oublions pas que la Lagonda de base était déjà la voiture la plus chère au monde, alors commercialiser une Vantage, ça ne valait pas le coup. Donc il n'y aura seulement qu'une seule Vantage. C'est exactement pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'Aston Martin abandonneront le projet de la Lagonda biturbo. L'auto aurait été trop chère et pas très fiable non plus. Car dans les années 80, les systèmes biturbo étaient pas très bien conçus, car les ingénieurs plaçaient des turbos sur le moteur sans faire aucun réglage, donc forcément le moteur ne supportait pas trop le système biturbo, et c'était pas fiable. En 1983, l'Aston Martin Lagonda évolue avec l'arrivée de nouvelles jantes en aluminium GKN et d'interrupteurs sur le tableau de bord qui remplacent les boutons tactiles qui n'étaient pas pratiques et pas fiables. Les vitres latérales sont désormais séparées en deux parties, une partie de la vitre qui peut être ouverte normalement comme une vitre classique, tandis que l'autre vitre reste fixe. Peu de temps après, Aston Martin présente l'Aston Martin Lagonda Tickford, une version plus luxueuse qui dispose d'un kit carrosserie en aluminium, ainsi que de jantes BBS, d'une table de pique-nique et d'un mini-bar avec verre fourni. Un téléphone sera également proposé en option. Tickford proposeront également les mêmes équipements intérieurs sans les modifications extérieures. C'est-à-dire que vous avez tous les équipements intérieurs de la version Tickford, mais d'apparence, la Lagonda reste dans le style classique. Alors par la suite, Tickford ajouteront une version limousine rallongée de quelques centimètres qui sera équipée d'une télévision à l'arrière. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que cette version dispose d'un boomerang sur la partie arrière qui sert en fait d'antenne. Afin de fiabiliser le tableau de bord, ce dernier sera modifié complètement, désormais il est composé de 3 écrans cathodiques. Le volant change d'apparence et une voix de synthèse est ajoutée afin d'informer le conducteur sur l'état de la voiture en direct. Peu de temps après, la marque Aston Martin est rachetée par une famille grecque. En 1985, la Lagonda reçoit une injection Weber-Marelli, ce qui augmente la puissance du moteur à 309 chevaux. Pourtant, la Lagonda n'est pas plus rapide qu'avant, puisqu'elle a pris du poids, donc les performances restent identiques. Par contre, le 0 à 100 s'effectue en 8 secondes 4 au lieu de 7 secondes 9. Le régulateur de vitesse de la voiture sera également revu en même temps. En 1986, Aston Martin présente la Lagonda Série 3, qui reçoit des clignotants latéraux et c'est tout. Il faudra attendre quelques mois plus tard avant de voir l'arrivée d'un nouveau tableau de bord sur cette série 3, un tableau de bord à tube fluorescent. Ce nouveau tableau de bord est certes plus simplifié et moins futuriste qu'auparavant, mais il est plus fiable, plus lisible, plus facilement utilisable au quotidien, donc plus ergonomique, et l'affichage du kilométrage est enfin sur le tableau de bord, car auparavant il fallait ouvrir le capot moteur et regarder sur un boîtier près du moteur pour savoir le kilométrage de la voiture, ce qui était vraiment pas très pratique. Pendant ce temps-là, des déclinaisons non officielles de la Lagonda vont faire leur apparition. En effet, plusieurs sociétés vont transformer des Lagonda en break. Bon, après, il faut l'avouer qu'il y en a certains qui sont un peu bizarres de Lagonda break, mais j'en ai trouvé deux qui sont plutôt réussis et qui sont vraiment bien réalisés. Alors l'année 1987 sera marquée par deux événements pour Aston Martin, déjà le rachat de la marque par Ford et l'arrivée de l'Aston Martin Lagonda Série 4. Cette nouvelle Lagonda est complètement remodernisée par Williamton. La carrosserie est complètement lissée, les phares pop-up ont disparu, ils ont été remplacés par 6 phares fixes à l'avant, les jantes ont changé et les feux arrière ne forment plus qu'une seule ligne. En fait, cette Lagonda Série 4 ne partage pratiquement plus aucune pièce de carrosserie en commun avec la Série 3, à l'exception d'une seule. En revanche, sur le point de vue technique, ça reste la même chose, il n'y a aucun changement. L'intérêt de ce restyling était de rebooster les ventes de la Lagonda. Il faut dire que les ventes de la série 3 étaient meilleures et Aston Martin ont donc été motivés à développer une série 4. Mais bon, la vérité c'est que la Lagonda était en fin de vie. Malgré la sortie de la série 4, eh bien les chiffres de vente restaient tout juste corrects. Car la Lagonda a déjà une dizaine d'années d'existence, elle est plus toute jeune.
Sans oublier qu'Aston Martin était déjà en train de concevoir une remplaçante. C'est pour cette raison-là qu'ils produiront une Aston Martin Lagonda coupée. Cette voiture ne possède que 2 portes et un intérieur différent avec une boîte manuelle et des compteurs classiques. Cette voiture n'avait aucun intérêt commercial. Le but était d'étudier l'Aston Martin Virage qui reprendra le châssis et le moteur de la Lagonda avec une nouvelle carrosserie plus moderne. Pourquoi tant de recyclage, me diriez-vous? Déjà parce que c'était plus simple économiquement et parce qu'il fallait concevoir une nouvelle voiture le plus rapidement possible. La gamme d'Aston Martin était vieillissante, car sous ses airs classe et modernes, la MV8 était en réalité un restyling de l'Aston Martin DBS, une voiture dont la conception date de 1967, tant qu'à la Lagonda, elle n'était pas trop à la page non plus, notamment en raison de son design qui est rapidement devenu démodé aux yeux du public. En janvier 1990, la décision est prise. Ce sera la dernière année de production de l'Aston Martin Lagonda. Et le 18 mai 1990, la dernière Lagonda sort des usines de production. Et pour l'anecdote, cette dernière Lagonda existe toujours et elle dispose d'une plaque indiquant que c'est la dernière Lagonda produite par Aston Martin. Au total, Aston Martin aura produit 463 série 2, 76 série 3 et 106 série 4, ce qui fait un total de 645 exemplaires en tout. À première vue, cela paraît pas grand chose, mais il ne faut pas oublier que l'Aston Martin Lagonda était la voiture la plus chère au monde. Il faut savoir aussi que durant une partie des années 80, la marque Aston Martin ne tenait plus qu'à cette voiture, puisqu'au même moment la MV8 connaissait une perte d'intérêt. Mais si l'auto a été produite aussi longtemps, c'est aussi parce que Aston Martin ne pouvait plus faire marche arrière. Ils avaient dépensé énormément d'argent dans ce projet de voiture futuriste, alors il fallait vendre des voitures coûte que coûte. Plusieurs ingénieurs ont avoué que le développement de la voiture a été trop court. C'est pour cette raison-là que la fiabilité n'était pas au rendez-vous pour les premiers modèles. Cependant, la Lagonda n'a pas trop mal fonctionné et malgré ses problèmes à ses débuts, elle aura révolutionné l'automobile en étant la voiture qui avait 50 ans d'avance. Si vous souhaitez acheter une Lagonda, il faut bien entendu éviter d'acheter une série 2 ou l'une des toutes premières série 3, car les tout premiers tableaux de bord de cette voiture ne sont vraiment pas fiables. Cependant, on peut les fiabiliser, mais ça coûte très cher. Aston Martin facture cela pour 10 000 €. Alors oui, on peut trouver des séries 2 et des premières séries 3 refiabilisées, mais il faudra trouver la preuve que c'est bien le cas et que la voiture en question que vous voulez acheter a bien été refiabilisée. Donc pour éviter tout problème, il faut plutôt opter pour une série 3 ou une série 4 avec le tout dernier tableau de bord, qui reste le meilleur, que ce soit en fiabilité ou en ergonomie. En revanche, il est moins futuriste que celui de la série 2 et des toutes premières séries 3. Alors en ce qui concerne le moteur, ce dernier ne pose pas trop de problèmes. Il est fiable et robuste. Par contre, il faut surveiller son circuit de refroidissement et son entretien est coûteux. Seul un garage spécialiste dans ce genre de moteur pourra bien l'entretenir. Grâce à sa carrosserie en aluminium, la Lagonda ne rouille absolument pas. Cependant, la rouille peut survenir sur la coque autoporteuse qui elle est en acier et qui se situe sous les panneaux d'aluminium. La boîte de vitesse automatique, elle, ne pose aucun problème, elle est réputée pour sa robustesse et on peut trouver des pièces de rechange facilement car cette boîte de vitesse est très répandue dans le monde de l'automobile. En ce qui concerne le prix d'achat, la Lagonda a longtemps été qualifiée comme une voiture sans intérêt et complètement démodée et elle se vendait autrefois pour une bouchée de pain au début des années 2000. Mais désormais, sa cote a bien augmenté, mais elle reste très variable. Cela peut aller de 50 000 à 150 000 €. Tout dépend de l'endroit où elle est mise en vente et de quelle version il s'agit. Et voilà, la vidéo est désormais terminée. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par le sujet. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!